17 h, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 30 mars. Le secrétaire général des Nations Unies salue l'approche globale du président algérien pour les affaires du monde. Antonio Guterres se dit admiratif de la vision algérienne des questions internationales. Célébration du 47e anniversaire de la Journée de la Terre en Palestine, un cri de résistance face à l'occupation sioniste depuis 1976. Consultations bilatérales informelles à l'ONU sur le Sahara occidental, l'envoyé personnel du secrétaire général s'entretient avec le représentant du Front Polisario aux Nations Unies. Le FSB annonce l'arrestation d'un journaliste correspondant du Wall Street Journal accusé d'espionnage par les services de sécurité russes. Diplomatie au terme de sa mission en tant que représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. Nadir Arbaoui s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres n'a surtout pas manqué d'exprimer son admiration quant à l'approche du président algérien Abdelmajid Tebboune sur les affaires mondiales. Dans ce sillage, Guterres estime que la relation entre l'ONU et l'Algérie est exemplaire. Amin Touta. Le numéro 1 de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, salue l'engagement permanent du président algérien Abdelmajid Tebboune et son rôle dans la promotion de la paix et de la stabilité au niveau régional et international. À l'occasion de la fin des fonctions du représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Nadir Arbaoui, le secrétaire général de l'ONU est revenu sur le caractère distingué des relations entre l'Algérie et les Nations Unies, les qualifiant d'exemplaires. Guterres a transmis ses salutations au président Tebboune, lui exprimant son admiration pour sa vision globale des questions internationales et rappelant les discussions approfondies qu'il a eues avec le président de la République en marge de sa participation au sommet de la Ligue arabe à Alger le 1er novembre dernier. Les entretiens ont également abordé des questions régionales et internationales, à l'instar du dossier du Sahara occidental, avec la volonté d'un soutien commun pour l'envoyé spécial Stéphane de Mistura, ainsi que la crise libyenne et la situation dans la région du Sahel, notamment au Mali. Pour sa part, Nadir Arbaoui a exprimé ses remerciements au secrétaire général de l'ONU pour le soutien qui lui a été apporté durant l'exercice de ses fonctions. Une reconnaissance de la part du secrétaire général de l'ONU qui témoigne une fois de plus de l'attachement de l'Algérie aux valeurs et aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier celles liées à la décolonisation, ce qui place l'Algérie sur de bons rails pour la candidature au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Le ministre des Affaires étrangères algérien a reçu ce jeudi un appel téléphonique du secrétaire général de la Ligue des États arabes. Ahmed Aboulghait l'a félicité pour sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne et a échangé avec lui ses félicitations à l'occasion du mois sacré de Ramadan. De son côté, Ahmed Attaf a saisi cette occasion pour soulever la question du suivi de la mise en œuvre des décisions du sommet d'Alger. Le chef de la diplomatie algérienne a souligné l'importance de former les mécanismes convenus à cet égard, notamment le comité ministériel arabe chargé de travailler sur l'adhésion de l'État de Palestine aux Nations Unies en tant que membre à part entière. Diplomatie toujours, l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, s'est entretenu ce jeudi avec la secrétaire générale du Quai d'Orsay, Anne-Marie Descôtes. L'occasion pour les deux parties de faire le point sur les prochaines échéances bilatérales dans le cadre de l'agenda politique convenu entre les hautes autorités algériennes et françaises. Direction la Palestine occupée, les Palestiniens partout dans le monde commémorent avec émotion le 47e anniversaire de la Journée de la Terre, de la résistance et de l'attachement viscéral à leurs racines. Une commémoration particulière en ce 30 mars 2023, marquée par l'escalade sioniste contre un peuple qui continue sa lutte pour la survie. Souhila Kilal. Ici notre terre, ici nos racines, ici notre histoire, ici notre vie. Ici notre avenir et ici notre Palestine.
C'est avec ce slogan lourd de sens que le peuple palestinien commémore un des anniversaires les plus tristes et marquants de son histoire. Depuis 47 ans déjà, la journée de la terre. Le 30 mars 1976, des Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles sionistes en se révoltant contre l'exil, la judaïsation et la confiscation illégale de leurs terres. 418 villages arabes avaient été détruits avec interdiction pour leurs habitants d'y retourner. Les affrontements avec les forces d'occupation avaient fait 6 martyrs parmi les Palestiniens, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations. 47 ans après, rien n'a changé. L'entité sioniste poursuit toujours sa politique répressive, intensification des attaques contre le peuple palestinien dans l'ensemble des territoires, avec 90 martyrs tombés sous les balles sionistes depuis le début de l'année. Implantation de nouvelles colonies à Al-Quds Est et en Cisjordanie occupée, spoliation des terres, politique de judaïsation, destruction de centaines de maisons palestiniennes, profanation incessante de la mosquée Al-Aqsa par des colons et des ministres sionistes ultra-racistes, sans oublier les sévices insoutenables infligés aux détenus palestiniens. La récente accession au pouvoir du nouveau gouvernement ultra-sioniste de Netanyahou, composé de ministres d'extrême droite, a rendu possible cette escalade de violence acharnée et toujours en toute impunité. 47 ans après, les Palestiniens se retrouvent au point de départ, une sorte de cycle infernal hérité de père en fils, pour faire face à une entité sioniste qui constitue un ramassis de populations venues de toutes parts sur une terre qui n'est pas la leur. Et c'est cette disparité qui éclate au grand jour dans les manifestations antigouvernementales, mettant à nu la fragilité sociale de l'entité sioniste. Et dans ce même sillage, le secrétariat général de la Ligue des États arabes a appelé à prendre des mesures sérieuses et réelles pour mettre fin à l'occupation sioniste, fournir une protection internationale au peuple palestinien et lui permettre d'exercer ses droits légitimes à la liberté et à l'indépendance. Il a également souligné la nécessité de la mise en œuvre de la solution à 2 États, appelant toutes les instances internationales à assumer leurs responsabilités et à travailler ensemble pour l'arrêt immédiat des crimes et des violences perpétrés par l'État sioniste sur les Palestiniens. Le Luxembourg s'est dit justement préoccupé par les violations systématiques des droits de l'homme des Palestiniens. Marc Bichler, représentant permanent du Luxembourg auprès des Nations Unies, a remercié le haut-commissaire pour son rapport portant sur les colonies sionistes dans le territoire palestinien occupé, indiquant que ce rapport montre clairement que l'expansion de la colonisation en Cisjordanie et Al-Quds Est est à l'origine de discrimination et de violation des droits humains du peuple palestinien. On reste au Moyen-Orient. 2 soldats syriens ont été blessés par des frappes aériennes sionistes près de Damas. Selon le ministère syrien de la Défense, la frappe a ciblé plusieurs positions dans la capitale. Le ministère a affirmé que la défense aérienne syrienne avait intercepté plusieurs missiles. Il s'agit de la 5e frappe sioniste en Syrie depuis le début du mois de mars. L'indépendance du Sahara occidental et le droit à l'autodétermination de son peuple est une condition sine qua non pour la résolution du conflit qui oppose le Sahara occidental et l'occupant marocain, réitère Sidi Mohamed Ammar, représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Khadija Khadaoui. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la progression des groupes terroristes au Sahel et dans d'autres parties de l'Afrique. Un constat qui place le continent au cœur des priorités onusiennes pour lutter contre le fléau. Leila Gertal. La lutte contre le terrorisme désormais est un impératif pour le continent africain et pas seulement. Devant les développements géopolitiques dans ce continent, la situation n'a jamais été aussi délicate. Le retrait des forces françaises Barkhane de cette région du Sahel et l'aspiration des gouvernements africains à vouloir reprendre leur destin en main en matière sécuritaire a encouragé certaines puissances malveillantes et certains groupes terroristes activant dans diverses régions en Afrique à profiter de l'occasion et redoubler leurs attaques terroristes.
Ce constat laisse très peu de choix au gouvernement en place. Agir devient une nécessité, conscient de la gravité de la prolifération de ces groupes armés d'obédience aussi diverses que le sont ces groupes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que l'ONU va collaborer de manière étroite avec l'Union africaine et les organisations régionales et sous-régionales dans leur lutte contre le terrorisme et œuvrer pour le renforcement de son travail pour une importante initiative de paix. C'est dire qu'aujourd'hui, la lutte antiterroriste est le problème de tous, car le terrorisme, lui, ne connaît pas et ne reconnaît pas les frontières. L'une des crises humanitaires des plus négligées du monde, c'est ce qu'a déclaré la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo durant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU où la recrudescence des violences des groupes armés dans l'État de la RDC a été abordée. Selon Bintou Keïta, l'année 2022 a été la plus meurtrière pour les casques bleus de la MONUSCO, mais surtout l'explosion du nombre de personnes déplacées est notable. Le plan humanitaire pour la RDC de 2,25 milliards de dollars cette année peine toujours à trouver des financements. Énergie, les États membres de l'Union européenne et eurodéputés se sont accordés pour doubler la part de renouvelables dans le mix énergétique européen d'ici 2030, tout en tenant compte du rôle du nucléaire pour produire de l'hydrogène décarboné, sujet qui a vivement divisé les 27. Le texte approuvé fixe un objectif contraignant de 42,5% de renouvelables dans la consommation européenne d'ici la fin de la décennie, soit un quasi-doublement du niveau actuel d'environ 22%. Conflit en Ukraine, l'Agence internationale de l'énergie atomique espère un accord au plus vite entre la Russie et l'Ukraine pour sécuriser la centrale de Zaporizhzhia sous contrôle russe depuis mars 2022. Le directeur de l'AIEA a déclaré travailler sur un compromis. Après une réunion avec le président ukrainien, Raphaël Grossi devra bientôt se rendre en Russie pour s'entretenir avec ses interlocuteurs et trouver une solution au plus vite. Le service fédéral de la sécurité de la Fédération de Russie a annoncé l'arrestation d'un journaliste du Wall Street Journal. Evan Greshkovich, âgé de 31 ans, est accusé d'avoir espionné une entreprise de complexe militaire industriel russe, Safwan Ben Sabri. Le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, plus connu sous le nom de FSB, a annoncé dans la matinée du jeudi 30 mars avoir arrêté un journaliste du Wall Street Journal, Evan Greshkovich. L'arrestation a eu lieu dans la ville d'Ekaterinbourg, en Sibérie occidentale. Le journaliste, agissant sur les instructions du camp américain, collectait des informations constituant un secret d'État sur les activités d'une des entreprises du complexe militaro-industriel russe. Quelques heures plus tard, il a été placé en détention provisoire sur décision d'un tribunal de Moscou. Le ressortissant américain est depuis sous les feux des projecteurs. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, s'est prononcée sur l'arrestation. Ce que faisait le collaborateur de la publication américaine Wall Street Journal à Ekaterinbourg n'avait aucun rapport avec le journalisme. Parfaitement russophone, journaliste Wall Street Journal depuis 2022, ancien correspondant de l'AFP, Evan Greshkovich est donc soupçonné d'espionnage au profit des États-Unis et de collecte d'informations. Ce chef d'accusation est passible de 10 à 20 ans de prison, selon l'article 276 du Code pénal russe. Cette arrestation survient alors que les relations entre Washington et Moscou sont de plus en plus tendues dans un contexte de conflit ukrainien. Je vous le disais tout à l'heure, l'indépendance du Sahara occidental et son droit à l'autodétermination est une condition sine qua non pour la résolution du conflit qui oppose le Sahara occidental à l'occupant marocain. C'est ce qu'a réitéré hier Sidi Mohamed Ammar, représentant du Front Polisario aux Nations Unies. Khadija Khadawi. Le représentant légitime du peuple sahraoui signe et persiste, seul le droit des Sahraouis à l'autodétermination sera une solution immuable au conflit qui l'oppose à l'occupant marocain. Une revendication réitérée par le représentant du Front Polisario
auprès des Nations Unies et coordinateur avec le MINURSO Sidi Mohamed Ammar lors d'une consultation bilatérale avec l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Si Mohamed Ammar affirme ainsi qu'une solution pacifique, juste et durable à la question de la décolonisation du Sahara occidental ne peut être obtenue que sur la base du plein respect du droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Trouver une solution pérenne au conflit sahraoui est une préoccupation internationale, que ce soit les amis du Sahara occidental, et en même titre, l'ONU et l'envoyé spécial des Nations Unies affirment sa foi en l'autodétermination du peuple sahraoui. Pour rappel, ces consultations concernent les deux belligérants, à savoir le Maroc et le Front du Polisario, et en même titre que les amis du Sahara occidental, en vue de son exposé au Conseil de sécurité en avril prochain. 3 jours après la ratification par la Hongrie de l'adhésion finlandaise, c'est au tour d'Ankara de voter l'entrée du pays nordique dans l'Alliance Atlantique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait donné mi-mars son feu vert à l'adhésion de la Finlande. La ratification devrait être votée, la commission parlementaire turque des affaires étrangères l'ayant approuvée la semaine dernière. Une nouvelle alerte pour l'hégémonie économique du dollar. Le billet vert boudé dans les transactions commerciales entre Pékin et Brasilia. Le gouvernement brésilien a annoncé un accord avec la Chine pour que les échanges commerciaux entre les deux pays soient effectués dans leur propre monnaie. Ces échanges devraient donc avoir lieu en réal brésilien et en yuan. L'objectif de cette manœuvre est, selon l'Apex Brasil, de réduire les coûts et de promouvoir davantage le commerce bilatéral tout en facilitant les investissements. Le roi Charles III devient le tout premier monarque à s'adresser aux députés allemands au 2e jour de sa visite historique dans le pays. Le souverain britannique effectue donc son premier déplacement à l'étranger en tant que roi, une décision perçue comme un message fort sur la volonté du Royaume-Uni de tisser des liens étroits avec le reste de l'Europe dans l'ère post-Brexit. Il s'est engagé à renforcer les liens entre Berlin et Londres. Il a également défendu la politique de son pays concernant le conflit en Ukraine. L'incendie d'un ferry dans le sud des Philippines a fait au moins 31 morts selon un nouveau bilan. Le Lady Mary Joy 3 se rendait à l'île de Jolo lorsque l'incendie s'est déclaré hier en fin de journée, poussant les passagers à sauter par-dessus bord. Les sauveteurs, notamment des gardes-côtes philippins et des pêcheurs, ont pu secourir 195 passagers et 35 membres d'équipage. Le virus Marburg, qui sévit depuis plus de 2 mois en Guinée équatoriale, a fait 9 morts confirmés. La sonnette d'alarme est tirée. L'Organisation mondiale de la santé avait appelé la Guinée équatoriale à lui signaler tous les cas de virus de crainte d'une épidémie à grande échelle, pouvant affecter notamment le Gabon et le Cameroun voisin. Et puis, à peine avoir annoncé la rupture des relations entre le Honduras et Taïwan, la présidente Xiomara Castro se rendra bientôt à Pékin. Cette annonce intervient quelques jours après que la Chine a établi des liens diplomatiques avec ce pays d'Amérique latine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'information continue sur Al24 News. Au revoir.